Cette communication concerne donc une recherche sur le potentiel apporté par les outils de médias sociaux, notamment Twitter, comme outil de collaboration et d'interaction pour placer l'apprenant dans une posture d'acteur social. Alors, une fois avoir présenté les modes d'intégration de l'outil, nous allons discuter de certains usages qui sont associés à son exploitation. Et cette recherche tente d'analyser les facteurs qui semblent motiver les étudiants à participer à des interactions sociales et à se créer des espaces d'affinité, pour reprendre le terme de Guy 2005. Donc, notre analyse se base en partie sur l'approche socio-interactionnelle dont je vais vous parler, dont Marie-Josée Hamel vous a parlé ce matin. Approche socio-interactionnelle de l'apprentissage et de l'enseignement des langues, une approche promue en particulier par Olivier et ses collègues. Je dois ajouter que ce projet s'intègre dans un projet qui est financé par le Conseil de recherche au Canada, une bourse de recherche sur laquelle je travaille avec Marie-Josée Hamel, justement, Matt Schulze et Trudy Hive de Simon Fraser University. Et c'est un projet en anglais, Adaptive Learning Within a Complexity Theory, donc tout l'aspect de l'adaptation de nos pratiques en milieu numérique. Donc ça, bizarrement et je dirais un peu tristement, ça tombe presque bien en ce moment. Le potentiel des médias sociaux, donc ici je vous présente un cadre général des recherches en analyse des interactions, car c'est lié en fait aux recherches que l'on fait et qui concernent notamment les perceptions des participants, mais de s'intéresser aux perceptions des participants n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les instruments auxquels on s'intéresse, donc les outils numériques et autres technologies, notamment ces technologies ces médias sociaux qui permettent des interactions. Donc la recherche sur les interactions s'inspire de travaux en interaction personne-machine, Human-Computer Interaction, que vous avez à gauche de votre écran. Et à la différence, donc dans mon cas particulier, que je cherche à analyser la manière dont certains des outils, donc notamment les outils de Web 2.0, qui sont des outils interactifs et participatifs, comment est-ce qu'ils peuvent être exploités à des fins d'apprentissage? Alors, si on lit certains des travaux de Norman, qui ne travaille pas du tout en didactique des langues, mais qui s'intéresse à cette relation entre les humains et les machines, il existe 4 principes clés qui nous permettent de distinguer les conceptions qui sont centrées sur la personne. Et ça, pour nous, c'est très important. Et vous le faites en fait en tant qu'enseignant aussi, et vous le vivez en tant qu'apprenant, c'est de se trouver au centre de l'apprentissage. Alors, un des principes, c'est de comprendre la dynamique pour mieux l'analyser. Le deuxième principe, c'est de mettre l'accent sur la personne, donc ici l'apprenant, et donc d'analyser les besoins de cette personne et ses capacités. Donc pour nous, les capacités d'interaction. Le troisième principe, c'est de prendre en compte toute l'interaction et donc d'adopter une approche holistique. Et enfin, le quatrième principe, c'est d'utiliser un processus itératif. Alors, processus itératif en recherche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une première série d'analyses, on va prendre les résultats et on va changer les activités pour de nouveau analyser. Donc, c'est un cercle qui se répète. Donc, au sein de la théorie socioculturelle, comme certains le savent déjà, Vygotsky insistait beaucoup sur cette nécessité de tenir compte du contexte, de tout le contexte social et culturel lorsqu'on analyse l'acquisition de la langue. Alors, notamment chez l'enfant, par exemple, ces travaux ont ensuite inspiré d'autres, ont contribué à d'autres théories, notamment la théorie de l'activité,
dont les principes fondateurs sont issus du triangle que vous avez à droite. Hein. Et comme le résume très bien Kern, que je vous ai cité à gauche de votre écran, l'activité, ce qu'on appelle l'activité, qu'elle soit physique ou mentale, est motivée par des objectifs et médiatisée par des instruments. Et ces objectifs et instruments sont conçus sous des influences historiques et sociales. Si l'activité constitue le moteur qui produit et reproduit la culture, elle, fournit les conditions et les ressources qui génèrent de nouvelles activités et innovations, créant ainsi un cercle perpétuel. C'est particulièrement pertinent en ce moment, puisqu'on se rend compte de ce besoin, de ce niveau d'adaptation que l'on est en train de vivre. Alors, l'artefact, c'est une notion qui est très importante dans le cadre de ce cadre théorique, puisque cet artefact, donc l'instrument, si vous voulez, il va permettre la réalisation de certains procédés et de certains processus. Donc, les procédés peuvent être de nature matérielle ou psychologique, bien sûr, hein, comme vous avez vu dans la citation précédente. Cet artefact, ce qui est particulièrement pertinent aussi, c'est qu'il contient des affordances, il présente des affordances qui sont assez précises, c'est-à-dire des possibilités de réalisation de ces procédés, hein, via des processus qui sont parfois spécifiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines affordances se concrétisent de manière naturelle, voire instinctive, mais il y a aussi cette possibilité de transformer l'instrument pour changer ses affordances. Hein. Donc, on va adapter l'instrument selon les besoins. Vous avez d'autres aspects qui sont importants dans le cadre de la didactique des langues, c'est le fait d'utiliser des instruments, des artefacts qui vont avoir un certain dynamisme et qui vont permettre cette interaction sociale, cette socialisation. Et enfin, chose intéressante et de nouveau très pertinent en période actuelle, c'est que cet artefact, en fait, cet instrument devient potentiellement un instrument culturel. Il fait partie de notre vie au quotidien et il devient si indispensable qu'il fait partie de notre contexte quotidien, de travail, contexte social, contexte interactionnel, etc. Bien. Alors, dans le cadre des études qui ont été faites vis-à-vis de l'utilisation des médias sociaux, je vous mets ici quelques références pour ceux et celles qui s'intéresseraient à cet aspect. J'aimerais mentionner que l'étude de Lomika et Lord de 2012 est sans doute une des études les plus citées, très pertinente. Ainsi celle de Boro et al. En 2009, parce que ce sont des études dans lesquelles on ne s'arrête pas nécessairement à la description fonctionnelle du dispositif d'apprentissage, mais on tente d'en proposer une analyse complexe pour tenir compte de ces différents éléments qui vont potentiellement affecter son bon fonctionnement. Hein. Quand vous savez, enfin pour ceux et celles qui sont enseignantes, enseignants, quand on lance quelque chose, on est très positif par rapport à ce que l'on va créer. Hein. On a des attentes qui sont très hautes, et c'est quand on commence à analyser tous les processus qu'on se rend compte des petites choses qui vont avoir un impact potentiellement négatif. Le contexte de l'étude. Alors, rapidement, l'étude dont je vous parle aujourd'hui se situe, donc c'est un cours, je dirais un cours de première année, donc à l'université où j'enseigne, d'un niveau B1. Hein. B1, je dirais B1 débutant.
Et le cours en particulier était axé sur le développement lexical, hein, donc tant au niveau des procédés que des processus. Alors notre objectif à l'origine, c'était d'introduire au sein de ce cours des possibilités d'interaction réelles, informelles, entre étudiants enseignants, entre étudiants et TA potentiellement, et nous l'espérions, entre étudiants et locuteurs natifs. Alors, interaction, ça veut pas, au sein de Twitter, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va entrer en discussion avec le président de la République française, mais que potentiellement, il comprend qu'il peut suivre ou qu'elle peut suivre tous ces locuteurs natifs et donc bénéficier de cet apport langagier. Hein. Parce que ce qu'on appelle interaction dans Twitter, pour ceux et celles qui utilisent déjà Twitter, ça peut être simplement d'aimer quelque chose qui a été publié. Nous espérions aussi contribuer au développement des compétences numériques. C'est donc ce dont vous a parlé Marie-Josée ce matin, ce projet européen sur lequel on travaille ensemble. Ce que l'on fait, c'est que justement on réfléchit à ce développement des littératies numériques par le biais de l'apprentissage et de l'enseignement des langues. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est de se dire, on apprend le français, on enseigne le français, mais on enseigne autre chose que simplement des compétences d'ordre langagier. Donc, pour ce faire, nous avions décidé de tirer profit de la nature informelle et omniprésente des outils de médias sociaux, sachant que la majorité des étudiants avaient déjà eu l'occasion d'en faire usage. Alors, pourquoi utiliser Twitter? C'est la question qui revient tout le temps. C'est parce que Twitter, en fait, contient des contraintes fonctionnelles qui, selon nous, allaient se mettre au service des apprenants, hein, dans le cadre de l'objectif du cours. Et il s'agissait notamment de la longueur des messages, qui est très réduite, ainsi que de la difficulté à se corriger. Hein. Vous savez que dans Twitter, vous ne pouvez pas éditer votre message. Et donc, ça permet une espèce de fluidité, c'est-à-dire que quand on publie dans Twitter, on s'attend à ce qu'il y ait parfois des erreurs de langue et c'est correct. Hein. C'était pas du tout l'idée, ce n'était pas de s'attendre à ce que tous les messages contenus dans Twitter soient d'une qualité linguistique exceptionnelle. Et donc, on cherchait à encourager les apprenants tout simplement à continuer à interagir sans se soucier de toujours devoir fournir des messages qui sont grammaticalement corrects. Et donc, par ce fait, nous essayons de mettre en valeur la nature interactionnelle du langage, puisque finalement, on parle des langues pour pouvoir communiquer ensemble. Alors, ce projet se fonde sur plusieurs approches et plusieurs fondements théoriques dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez ici sur la diapo ces différents fondements. L'aspect sans doute le plus pertinent concerne l'approche socio-interactionnelle, qui a pour objectif donc de faire de l'apprenant un usager de la langue. Dans le même ordre d'idées, les recherches sur la notion de culture participative sur le web social notamment, et les recherches sur les espaces d'affinité nous permettent de revoir et de réévaluer le concept de frontière entre le formel et l'informel. Comme l'explique Olivier, l'apprentissage d'une langue exige un certain degré d'authenticité et de pertinence. Et, je cite, l'authenticité interactionnelle doit, elle, permettre une mise en œuvre de processus communicatifs présents dans la vie réelle. Et donc, c'est exploiter ce qui existe déjà dans notre vie sociale et culturelle et de l'utiliser dans un cadre didactique. Olivier ajoute que dans une tâche de la vie réelle, l'apprenant sort de son rôle d'apprenant pour devenir un sujet savant, capable de partager, dans le langage qu'il apprend, des connaissances dont il dispose. Donc c'est cet aspect, je pense, c'est un des aspects dont vous a parlé ma collègue ce matin. Alors d'autre part, notre étude se situe
comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, dans le cadre de la théorie socioculturelle. En particulier, nous cherchons à mieux comprendre et analyser les médiations qui existent entre les sujets apprenants et l'objet de l'apprentissage, d'un point de vue aussi d'ergonomie didactique. Hein. Et donc, nous nous penchons aussi sur le rapport qu'entretient l'apprenant avec l'instrument à des fins d'interaction avec d'autres apprenants, d'autres usagers de la langue, que ce soit des locuteurs natifs, les TA, les enseignants et bien sûr, surtout leurs pairs dans le cours. Alors, cette approche d'ergonomie didactique, elle nous permet alors de nous positionner vis-à-vis des affordances qui sont offertes par l'instrument. Alors ici, j'illustre les différents rapports qui se sont créés entre les intervenants et donc qui définissent les tâches et la répartition des tâches selon cette approche théorique socioculturelle et théorique de l'activité. Hein. La question de la répartition des tâches est très importante. Hein. Et nous constatons en particulier que le projet cherchait à mettre en valeur plusieurs modes d'interaction qui sont illustrés ici. Alors, nos 2 questions de recherche sont présentées ici. Premièrement, quel est le potentiel apporté par un instrument tel que Twitter comme outil de collaboration, d'interaction et d'interaction pour placer l'apprenant dans une posture d'acteur social? Et deuxièmement, quels sont les facteurs qui semblent motiver les étudiants à participer à des interactions sociales hors de la classe et donc à se créer ces fameux espaces d'affinité dont parle Guy. Alors, les données, question méthodologie, cette étude repose sur une méthode mixte de collecte des données. D'une part, nous avons construit au cours des années un corpus d'apprenants, c'est-à-dire que nous avons recueilli tous les microblogs qui ont été produits au fur et à mesure que les cours se déroulaient, ce qui nous permet aussi d'avoir tout un corpus d'apprenants au laboratoire où je travaille. Par ailleurs, nous avons distribué des questionnaires, donc toujours un questionnaire au début et un questionnaire en fin, je vais vous en reparler tout à l'heure, ainsi qu'organiser des entretiens semi-dirigés avec les apprenants qui acceptaient de participer à cet entretien. Hein. Au Canada, les recherches sont très strictement gérées et surveillées par le comité de déontologie. Hein. Donc, nous obtenons d'abord une permission de parler aux participants, pardon. Et donc, certains vont participer au questionnaire. Il n'y a aucune obligation de devoir participer à tout, bien sûr. Cette méthode mixte nous permet une meilleure triangulation des données et nous permet par la suite de faire des analyses tant du point de vue du contexte d'apprentissage, dont je vous parle plutôt aujourd'hui, que du point de vue linguistique. Et donc, on a toutes ces données qu'on n'a pas encore analysées, mais qui nous permettent, par exemple, d'analyser les types de production que les apprenants à ce niveau sont capables de réaliser dans ce type de contexte. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse tant au processus qu'aux produits qui résultent de la tâche d'apprentissage. Alors, ce tableau résume les 3 derniers semestres pendant lesquels nous avons recueilli des données. Et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, ça sera plus intéressant de discuter justement, d'interagir ensemble après. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir, et ça on le savait au début, que pour la plupart des participants, l'utilisation de Twitter était nouveau, qu'ils avaient tous accès à un portable de manière régulière, et ça c'était important, puisque l'idée justement de ces médias sociaux, c'est de dire aux étudiants, quand vous êtes dans le bus, vous pouvez continuer
à interagir en français. On est sorti de la classe, cette interaction, elle se fait partout. Et enfin, que pour très peu d'étudiants, ils avaient l'expérience d'exploitation de médias sociaux dans le cadre d'un cours. Ici, de nouveau, très rapidement, puisque vous pourrez voir les résultats plus tard, et ce n'est pas les résultats qui sont les plus intéressants, mais c'est simplement pour vous montrer sur une période de 5 semestres, tout simplement les différents types de... enfin, les détails sur la participation, donc les abonnements, la participation totale, c'est-à-dire qu'on compte, on fait la moyenne de tous les microblogs qui ont été produits. Donc on regarde d'une part, alors ce qu'on appelle production, c'est ce que l'apprenant va écrire. L'interaction, ça peut être une réponse, ça peut être seulement j'aime, ou ça peut être un tweet ou un quote tweet, etc. Et ensuite, d'un point de vue langagier, et ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on relève quand même, on essaie d'analyser les erreurs de type lexical orthographique et les erreurs de type plutôt syntaxique, par exemple. Bien. Alors, ici, je vous montre simplement des exemples d'interaction. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de cas, la prof, en l'occurrence moi pour le dernier semestre, lançait un peu la conversation en posant des questions, par exemple. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les interactions entre apprenants, entre étudiants, qui ne sont pas générées par des questions venant de la professeure. Et donc, quand on a analysé, on a fait la distinction de ce point de vue-là, puisque si on parle d'affinité, il est intéressant de voir si l'apprenant va lui-même se lancer dans ce type d'interaction, sans attendre qu'on lui demande de le faire. Alors, comment est-ce qu'on a classifié les interactions? Comment est-ce qu'on les a analysées? Vous voyez ici 3 catégories. On s'est intéressé au thème. Donc, de quoi est-ce que parlaient les étudiants? On s'est intéressé aux productions. Est-ce qu'on remarquait des manifestations linguistiques notables, telles que jeu du langage, style, lexique, etc., registre? Et enfin, tout l'aspect de la communauté. Quel marqueur de présence sociale est-ce que l'on a identifié? Et pour ça, on s'est basé sur le modèle, notamment le modèle de Lomica et Lord, qui se base elle-même sur le modèle de Roure et que nous avons, nous, réadapté aussi. Nous avons changé. Donc, en particulier, tout l'aspect affectif, interactif et cohésif. Cohésif, c'est quand, pour les étudiants qui sont là, c'est quand le participant va s'adresser aux autres, par exemple, s'adresser à la classe, etc., pour marquer cette cohésion avec le groupe classe. Bien, alors, les 2 prochaines diapos vous montrent de manière, vous résument les résultats des questionnaires. Alors, le premier questionnaire, dans le cadre de ce type de recherche en linguistique appliquée qui s'intéresse aux rapports, aux interactions médiatisées par la technologie, il est très important de savoir d'où vient l'étudiant, le participant, de savoir ce qu'il fait au quotidien, quels instruments ils utilisent. Sans cela, il est difficile de tirer des conclusions, puisque ça va avoir un impact très important. Et donc, on essaie de tirer un espèce de profil des participants
Et vous voyez ici, alors j'ai surligné les aspects qui sont potentiellement utiles pour nous, c'est-à-dire énormément de variabilité sur les usages d'Internet, hein, selon le contexte d'utilisation. Une attitude plutôt positive, ça ne nous étonne pas vis-à-vis de l'utilisation de la technologie pour l'apprentissage. Donc au départ, ils se disent oui, c'est une bonne idée. Bien sûr, les médias sociaux, ils les utilisent pour interagir avec leurs amis, donc dans un cadre qui est très social, ça ne nous surprend pas non plus, hein. Au niveau des motivations, on s'intéresse beaucoup à leur motivation personnelle. Et quand on leur a parlé du projet, ce qui était intéressant, ce qui revenait souvent, c'était toujours la question de s'améliorer en français, donc la motivation pour améliorer leurs compétences linguistiques. On leur pose des questions sur leur motivation vis-à-vis de l'apprentissage et vis-à-vis de la réalisation d'activités. Et bien sûr, les notes reviennent comme une très haute motivation dans le cadre canadien. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est très pertinent pour nous puisque au Canada, les études ne sont pas gratuites, hein. C'est-à-dire que pour les étudiants, les notes vont affecter beaucoup d'autres facteurs, par exemple obtenir des bourses, etc. Donc il y a tout un espèce d'engrenage et de fixation sur la note. Donc c'est très différent que moi, par exemple, je fais mes études en contexte français où l'université est gratuite et accessible à tous. Donc on n'est pas si, disons, obsédé par les notes, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'on a remarqué, c'est que peu d'apprenants utilisaient le français hors de la classe, donc hors des murs de la classe, c'est-à-dire écouter beaucoup de musique en français, regarder des films en français, etc. Tout ça, ça va avoir une influence sur le type d'activité qu'on met en place. Et bien sûr, ce qui est tout à fait normal, c'est que l'anxiété langagière est haute, surtout lorsqu'il s'agit d'interagir avec des locuteurs natifs, hein. Sachez que toutes ces notes sont sur une échelle de 6, hein, et on utilise une échelle de 6 pour éviter qu'il y ait trop de gens qui se mettent au milieu, hein. Dans beaucoup de recherches, quand on utilise des échelles de 5, on a énormément de notes sur 3, ce qui est problématique. Dans le deuxième questionnaire, alors le deuxième questionnaire se fait en fin d'activité, c'est donc une rétrospection sur l'activité. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est que, eh bien, en fin d'activité, leur attitude vis-à-vis de l'utilisation des médias sociaux dans le cadre d'un cours a énormément baissé, 55% contre 74% au début. Quelques-uns se sentent plus engagés, mais vous voyez qu'au niveau des rétroactions, les réactions sont ambivalentes. Certains les trouvent utiles, certains, hein, on était vraiment à 50-50. Et de nouveau, ils nous expliquent que ce qui les a motivés à participer, c'était d'obtenir une note. Bien. OK, donc je vais aller où quelques résultats préliminaires qui sont assez clairs ici. C'est que l'impact, dans une certaine mesure, l'impact est difficile à mesurer à cause de ces questions de motivation qui, en fait, ce sont des motivations extrinsèques, hein, ce qui ne nous étonne pas du tout. Par contre, on a remarqué des marqueurs de cohésion sociale dans les productions. Et ça, pour nous, c'est positif, même si pour les étudiants, ils ne se rendent pas compte. Pour nous, en tant que chercheurs, c'est positif, puisque c'était un des objectifs. L'impact à long terme est difficile à mesurer, mais ce n'était pas non plus ce que l'on cherchait à faire.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser le rôle que jouaient les TA, le rôle de l'instructeur. Et ce qui est assez clair en parlant aux étudiants et en analysant les questionnaires, c'est qu'ils reposent, ils veulent qu'on soit présent. Hein. Ils veulent que l'instructeur soit là et que les TA soient là. Hein. Ils ont besoin de ça. Et donc, je dirais que pour un N très restreint, il y a des bénéfices qui peuvent être exponentiels, qui peuvent perdurer. Ici, je partage avec vous le travail d'une de mes étudiantes de maîtrise dont je suis particulièrement fière, qui a fait sa thèse de maîtrise en exploitant donc ce corpus, en travaillant avec moi. Elle a fait vraiment un excellent travail, sans doute la meilleure thèse de maîtrise que j'ai pu superviser. Et donc, elle s'est basée sur ces données et à partir d'un groupe restreint de participants qui ont participé non seulement à l'activité, mais à tous les questionnaires et aux entrevues semi-dirigées. Et donc, ce que Riley Lightbourne a fait, c'est qu'elle s'est basée sur l'approche sociocritique du numérique et elle a fait une très belle analyse sur 4 postures identifiables parmi les apprenants. Hein, donc, en faisant sa triangulation des données. Donc, vous avez ici les 4 postures, l'apprenant invisible, l'apprenant isolé, l'apprenant social et l'apprenant académique. Hein. Et donc, alors, si vous voyez des choses comme immersion, c'est parce que immersion au Canada, certains étudiants font le français depuis la maternelle, donc ils sont dans des écoles où ils étudient tout le temps le français, ce qu'on appelle les écoles d'immersion. Et chose intéressante, même si on s'attend à ce que ces étudiants qui sortent d'un système où ils ont été exposés en français pendant longtemps, on s'attend à ce qu'au niveau de l'anxiété langagière, ils soient beaucoup plus à l'aise, on s'est rendu compte que ce n'était pas si automatique. Hein. Et donc, par exemple, on a remarqué certains participants invisibles qui venaient justement de l'immersion et qui souffraient encore d'insécurité linguistique. Donc, je ne vais pas trop commenter là-dessus, vous pourrez me poser des questions après et je partage avec vous mes diapos de toute façon. Alors, en pré-conclusion, cette recherche que je vous présente vraiment de manière assez rapide quand même, et sur laquelle on travaille encore, nous permet quand même de se positionner, alors nous, en tant qu'enseignants, instructeurs, hein, dans le cadre, dans le contexte où on essaie de mettre en valeur, de promouvoir ces fameuses activités que l'on appelle ancrées dans la vie réelle, selon l'approche socio-interactionnelle. Notamment, ça nous permet de se questionner sur la posture, notre posture à adopter, ainsi que la posture que l'on tente de promouvoir chez nos étudiants. Hein. Je pense que ma collègue vous en a parlé ce matin. L'enseignant, c'est un mentor, c'est un curateur de site, et c'est aussi un facilitateur, une facilitatrice d'interaction réelle. Et c'est là qu'existe un certain paradoxe. Hein. C'est-à-dire qu'on veut mettre en valeur ces activités qui sont soi-disant ancrées dans la vie réelle, mais dans la réalité, les étudiants, par exemple, ne sont pas sur Twitter. Hein. Et donc, il y a toujours ce paradoxe entre se dire on va dans un site qui n'est pas un site qui a été créé pour l'apprentissage du français, mais qui est absolument, selon moi, qui offre des affordances exceptionnelles pour
en tout cas recevoir pour tout ce qui est apport langagier, mais naturellement, l'apprenant dans sa vie quotidienne, dans sa vie sociale, culturelle, n'est pas nécessairement participant à ce discours. Donc, il y a toujours un espèce de paradoxe entre les deux. L'autre aspect important, c'est ce dont on se rend compte, c'est de promouvoir une co-création du contenu, parce que finalement, c'est ce qui se passe, et une espèce de co-évaluation. Dans quelle mesure est-ce que les interactions, dans quelle mesure est-ce que les pairs vont participer à une espèce de collaboration à travers le discours, par le biais de leurs interactions. Et donc, ça nous amène à réévaluer notre rôle à une époque où les sites participatifs se développent de manière exponentielle, sans que les participants ne soient nécessairement préparés à en affronter les défis ou les opportunités. Il y a des opportunités d'interaction positives, mais il y a énormément de défis vis-à-vis des interactions négatives. Et on le vit en ce moment à cause des élections aux États-Unis. Moi, je me suis coupée de Twitter pendant quelques jours parce que je ne veux pas voir ce que certaines personnes peuvent poster à propos des élections. Mais on sait qu'il y a énormément de négativité qui est en train de circuler et de fausses informations, bien sûr. Et donc, dans un sens, on essaie de contrer cette espèce de négativisme qui règne en ligne aussi. Pour conclure, pour aujourd'hui, et pour ouvrir la conversation, il me semble que de se poser la question d'une pédagogie plus ouverte et donc plus participative, c'est aussi s'interroger sur le rôle que nous jouons, que joue chaque acteur au sein du contexte éducationnel. Et ça nous ramène à ce cadre socio-culturel, à ce cadre de l'activité, de la théorie de l'activité. Quel est notre rôle? Quel est le rôle des apprenants? Ça nous permet de nous interroger sur les bouleversements qu'a pu engendrer la révolution technologique, sur l'éducation notamment, sur la nécessité aussi d'acquérir des compétences d'interaction avec les technologies de communication, ou médiatisées, si vous voulez, par ces technologies. Alors, il est encore difficile de juger du degré de normalisation des interactions au sein d'espaces numériques dans le contexte de l'apprentissage des langues. Bax, en 2011, expliquait que ce concept de normalisation, qui est ancré dans une vision néo-vygotskienne et qui est associée à l'historique des innovations sociotechniques, que cette normalisation, elle s'entend si la technologie est utilisée de manière presque inconsciente et naturelle. C'est le cas, par exemple, du contexte simple de la manipulation du traitement de texte, de la correspondance via courriel. On le fait naturellement, quotidiennement, on n'y pense même plus. On ne peut pas encore la considérer comme universelle. Il existe énormément de fractures, de cas de fracture numérique. Et donc, il semble important de développer une multitude de compétences de littératie numérique qui sont spécifiques à des sphères, des domaines de la vie et des domaines de l'apprentissage. Alors, ces réflexions nous incitent aussi à envisager le virtuel comme une simple métamorphose du monde réel. Si certains s'intéressent à toute la philosophie du numérique, il y a des très bons travaux par Stéphane Vial, qui est un philosophe du numérique qui travaille maintenant à l'UQAM, à Montréal. Et ce virtuel, c'est un espace qui se matérialise par l'intermédiaire, donc la médiation de divers artefacts et au sein duquel une grande partie de nos interactions ont lieu ou dans lequel nos relations se créent. Similairement, nous devons nous interroger sur les effets que les bouleversements engendrés par la révolution technologique ont sur l'éducation, plus précisément sur l'apprentissage et l'enseignement des langues, et sur les stratégies que nous, les enseignants et formateurs, pouvons mettre en place pour mieux équiper les étudiants d'aujourd'hui et faire en sorte qu'ils améliorent la qualité de leur production
et de leur interaction, surtout dans l'espace numérique, pour devenir des citoyens de demain, des citoyens du numérique. Et donc, je vais m'arrêter ici. De nouveau, vous remercier d'être ici. Je tiens à remercier toutes les assistantes de recherche qui travaillent, qui ont travaillé avec moi et qui continuent de travailler pour certaines. Remercier Eliane, bien sûr, de m'avoir invitée et remercier le conseil de recherche de nous soutenir financièrement. Merci. Merci Catherine, c'est à nous de te remercier. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant et vraiment en dialogue avec ce que Marie-Josée a présenté ce matin. Donc, oui, on s'est parlé hier. Hein. Voilà, c'est formidable parce que là, on a vu voilà, des points en commun, etc. Alors, donc, on va ouvrir aux questions parce que comme a dit Catherine, ce serait bien de pouvoir… oui, puisqu'on parle d'interaction, justement, profitons-en. Peut-être que est-ce que je peux arrêter de partager l'écran? Je pense, parce que, oui, comme parce ça, que on de toute voit façon, les gens. vous avez la présentation. Donc, Oui, et puis, s'il faut, je partagerai de nouveau. De toute façon. Je vais copier à nouveau les liens ici. Je vais copier à nouveau parce que comme ça, ceux qui sont rentrés après, vous pourrez avoir accès à la présentation. D'accord? Oui, voilà. Donc je peux… Alors, la personne qui va parler, donc, vous ouvrez le micro. D'accord? Si possible, la caméra aussi. Et si on voit qu'il y a plus de personnes, donc je peux faire comme ce matin, s'il y a trop de gens, j'écris sur le chat pour organiser. D'accord? D'accord, d'accord. Et je sais qu'on a jusqu'à 12h40 seulement, hein. C'est ça, Eliane? Oui, mais bon, ce matin, on a dépassé un peu, mais pas beaucoup. Mais si on doit dépasser un peu, c'est pas trop grave. D'accord. Eliane, si je… Oui, bien sûr, Émilie. C'est à toi. Bonjour Catherine. Bonjour Émilie. Alors, ma connexion n'est pas très stable, mais je vais essayer de poser la question. D'accord. J'ai été très intéressée par les marqueurs des présences sociales que tu as cités. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus alors, ce sont des marqueurs langagiers, lexicaux, c'est l'expression de l'enthousiasme, des sentiments. Par exemple, exactement. Exactement. Donc, on fait une analyse qui est très, très fine. Donc, on essaie de relever tout. Par exemple, les exclamations, la façon dont les apprenants vont se parler les uns vis-à-vis des autres. Hein. Donc, il y a aussi, alors dans Twitter, il y a aussi des marqueurs tels que des émoticônes, par exemple. Hein. Il y a aussi au niveau marqueur social les mots dièses, le type de mots dièses qu'ils vont utiliser ou créer justement pour marquer une espèce d'affinité au groupe. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est soit l'engagé, soit au niveau des interactions, soit au niveau du signe, puisque dans Twitter, il y a tout cet aspect iconique qui est important. Ouais. Très bonne question, merci. Merci. Peut-être, je ne sais pas, Rosa, tu peux poser la question pendant que les autres réagissent. Rosa. Comme ça, que les autres peuvent penser à leur question. D'abord, merci Catherine, comme toujours, fabuleuse, magnifique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, tu sais, comme enseignant et prof, on sait à tel point les étudiants sont technophiles au niveau des outils numériques, médias sociaux, ainsi de suite, mais technophobes en ce qui concerne les outils numériques pour l'enseignement. C'est ça. Oui, donc ce que je trouve fabuleux dans ton projet avec Marie-Josée et aussi avec d'autres collaborateurs, c'est de baisser les barrières, et
disparaître l'espace entre les deux, ok, et peut-être faire travailler leur comportement, attitude par rapport à tout ce qui est littératie numérique en tant que e-learner, les apprenants numériques. Une question que j'avais, en fait, j'ai 3 questions, mais je vais m'arrêter à la première. C'est j'ai trouvé le poster identifiable de ton étudiant. Félicitations, fabuleuse. Ah oui, elle a fait un très beau travail. Incroyable, mais je me demandais si ces postures correspondraient par hasard aux postures à celles des étudiants dans leur comportement dans les salles de classe en physique. Parce que s'il y a une sorte d'alliance… Bonne question. Oui, effectivement. Dans une certaine mesure, oui. Pour certains, oui. C'est-à-dire que, j'ai presque envie de dire malheureusement, les comportements que l'on remarque dans la salle de classe ou vis-à-vis des autres travaux qu'ils vont devoir faire, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a envie d'apprendre, qui est motivé, on peut lui donner toutes sortes de choses à faire, il va accrocher. Il y a, pour quelques étudiants, une espèce d'illumination. Ah, j'aurais pas pensé que finalement, je pourrais exploiter les médias sociaux à des fins d'apprentissage. Et ça, pour nous, c'est intéressant. Parce que l'étudiant qui va bien fonctionner dans le système n'est pas nécessairement la personne qui va continuer. En fait, on a très peu de personnes qui continuent. Une des personnes qui a continué à exploiter, c'est justement cette étudiante qui a fini par en faire une maîtrise, Riley, que j'avais eue dans un cours de première année, le premier semestre où j'ai lancé le projet. Donc, c'est intéressant parce qu'elle a bénéficié dès le début de ça. C'était quand même une étudiante. C'est une étudiante qui est passionnée par le français. Donc ça, bien sûr, ça va aider. Puisqu'on sait que dans nos cours, on n'a pas que des étudiants qui suivent des cours de français. Je pense que c'est la même chose pour toi, Rosa, qui sont aussi passionnés. Et donc, pour l'étudiant qui a vraiment envie qui est à la quête de toutes sortes de contextes dans lesquels il ou elle peut développer ses compétences, cette étudiante a accroché tout de suite. Et j'avais d'ailleurs publié un article dans la revue Synergie, nouvelle revue Synergie, et c'est une des participantes que j'avais analysée sans savoir qu'elle allait finir par faire une maîtrise là-dessus, en fait. Et donc, oui, dans une certaine mesure, il y a des rapports entre les deux. Ouais. Oui, et Viviane. Voilà, bonsoir ici au Brésil. Hein. Oui. Et je voulais vous remercier pour la présentation. De rien, ça me fait plaisir. Oui, et une chose qui… je réfléchissais à ça pendant la présentation. Oui. C'était si c'est un nouveau type d'interaction, n'est-ce pas? Donc, par exemple, Rosa a fait une comparaison avec l'interaction présentielle. Oui. Et je ne sais pas dans un futur proche si l'interaction présentielle va être si commun que ça. Donc, j'ai dit ça seulement pour dire que je pense que tout est c'est tout de la nouveauté. C'est comme si notre monde, comme on connaissait, ça s'effondrait. Et c'est comme non, ça s'effondre. Ça s'effondre. Oui. Je ne sais même pas conjuguer les verbes. Mais bon, c'est en train de s'effondre. Et donc, je trouve que c'est dur de dire quelque chose sur ça. Si Twitter, ça va être efficace ou pas. Pour moi, c'est un peu… tous les jours, en fait, c'est une nouveauté, des choses différentes. Oui, je comprends tout à fait. Et en fait, on ne cherche pas à dire « oui, Twitter va être efficace ». Ce qu'on fait, c'est proposer des contextes d'interaction. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par exemple, ce qui sera intéressant, c'est de reproduire le même type d'expérience dans Instagram. Alors, voilà un outil que tous les étudiants utilisent. Facebook, c'est trop
les fonctionnalités de Facebook ne correspondent pas à ce type d'interaction. Instagram, en fait, est différent parce qu'Instagram est visuel. Donc, au départ, dans Instagram, on part de la photo ou de la vidéo. Donc, on n'utilise pas Instagram nécessairement pour interagir. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilisait Twitter parce que les fonctionnalités de Twitter correspondaient, nous permettaient d'encourager l'étudiant à interagir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on ne cherchait pas. Oui, oui, et je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière instance, donc en 2018, au milieu du semestre, Twitter a changé ses fonctions et de 140 caractères, soudain, on a pu produire 280. Donc, ça a doublé. Alors, et ça a été intéressant du point de vue de la recherche. Tout d'un coup, on nous permet de dire 2 fois plus de choses, en fait. Et donc, c'est en constant changement, effectivement. Ça se renouvelle tout le temps. Et les outils, comme tu as dit, c'est pas Twitter, c'est Instagram, c'est pas Facebook. Ça, je pense que ça va changer bientôt aussi. Ça va apparaître d'autres. Bien sûr. Et ça, c'est un peu compliqué de dire quelque chose sur oui. une de ces En fait, je pense que, oui, c'est vrai. Je pense que dans un sens, on n'essaie pas de dire quelque chose sur Twitter. On essaie de réfléchir à ce que l'utilisation des médias sociaux quelle influence ça peut avoir dans le cadre de l'apprentissage des langues. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce côté développement de la littératie numérique. Alors, je ne sais pas au Brésil, mais au Canada, c'est très important. En fait, on en parle beaucoup dans les écoles primaires, secondaires. C'est donc cette notion de citoyen du numérique dont je pense ma collègue vous a parlé ce matin. Ça, c'est le projet européen sur lequel on travaille. C'est de dire, on n'a pas seulement le rôle d'enseigner la langue, mais aussi d'enseigner ce que l'on peut faire de cette langue, donc dans différents contextes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai l'impression que les apprenants, ils ont plus de notions que nous-mêmes, autant que profs, parce que si les apprenants sont plus jeunes, ils sont plus habitués à oui, au niveau social. Oui. Au niveau social, oui. Au niveau de l'apprentissage, pas nécessairement. Ouais. C'est dommage. Bah, merci, hein, Catherine. De rien, de rien. Liliane. Je laisse. Allez-y. Hein. Oui, d'accord. Bon, merci pour cette super bonne intervenance, la conférence. Merci. J'ai bien aimé aussi la première du matin. Elle vraiment se complète. Bon, j'ai écrit là parce que c'est plus facile pour moi d'essayer de m'exprimer et oui, bien sûr. Je voudrais plutôt en commentaire, peut-être. Oui, pas une tout à fait, au contraire. Je pense ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rôle de l'enseignant dans nos jours. Et là, vous mettez en valeur vraiment avec cette nouvelle méthode et procédure, etc. On doit penser à ce que c'est l'éducation, l'enseignement dans nos jours. Je me rappelle, je donne des cours de français, langue étrangère au collège Santa Cruz. Et on a eu David Buckingham a parlé exactement sur l'usage de la technologie dans l'enseignement. Et il a proposé de nous, les parents et même les professeurs, de ne plus être dans cette position de condamner l'usage parce que nous aussi, nous l'utilisons, tout le monde aujourd'hui est forcé à utiliser même dans la communication. Donc, il faut non condamner, mais utiliser et tester pour connaître. Oui. Et comme ça, nous serons exploités. Comme ça, nous serons à côté. Pas les saveurs, les savants et les apprenants qui sont toujours dans cette condition de ne savoir rien. Et c'est pas vrai.
Donc, en tant que mère, enseignante et même apprenante, toujours apprenante, je crois que nos modèles d'enseignement passent par une forte crise depuis longtemps. Le manque de volonté des élèves, le manque d'intérêt, surtout au lycée, dans le cas des adolescents. Et ça, c'est une chose que moi, je verrai avec mes enfants, et ils ne sont plutôt enfants, ils sont déjà des jeunes, mais j'ai accompagné ça, donc ce n'est pas une chose que je me rends compte aujourd'hui. Mais nous vivons une transition dans le moment que le confinement et la pandémie nous a forcé à vraiment réfléchir sur l'enseignement et sur la technologie dont nous faisons usage. Et pour la changer définitivement, j'ai cette impression que dans ce sens, je tends à être optimiste, surtout en écoutant vos conférences qui mettent en valeur le rôle de l'enseignement comme co-créateur et co-évaluateur. Et comme ça, je dis, je crois que toujours, on ne sait pas encore comment évaluer, bien évaluer l'apprentissage parce que on arrive à la fin du lycée pour entrer à l'université et on a encore cette méthode de faire une évaluation, d'étudier tout et la connaissance par sujet et discipline. Et après, pourquoi faire pour tout oublier, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu aussi es optimiste? Est-ce que nous nous dirigeons vraiment vers ce type d'enseignement? Je l'espère. Bien. Est-ce que je suis optimiste? Oui, de nature, je suis optimiste de toute façon. Mais c'est vrai que ce dont vous a parlé Marie-Josée et ce dont je vous parle, c'est ce qu'on est en train de promouvoir dans un sens, c'est de se dire il y a autre chose que simplement l'enseignement de la langue en tant qu'objet de communication, simplement, ou objet linguistique en fait. Et donc, à travers cet apprentissage, cet enseignement de la langue, il y a d'autres stratégies, d'autres compétences que l'on peut acquérir, notamment la compétence de littératie numérique qui devient de plus en plus importante, effectivement. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je n'en sais rien. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de comprendre comment se comporter. Et on a le droit de ne pas se comporter du tout, en fait. Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que c'est important d'acquérir ces compétences. Donc, ça va dans le sens de ce que vous dites. Maintenant, de dire que tout le monde, qu'on est en train de changer la façon d'enseigner les langues, je peux vous dire qu'à mon université, je suis presque la seule avec cet optimisme. Non, j'exagère un peu, mais quand même, c'est pas encore si développé que ça. Heureusement, il y a donc cette façon de changer, cette question de participation. C'est très intéressant, les recherches en pédagogie participative. Hein. Et en fait, je dois mentionner, parce que parfois, quand on fait nos ateliers en Europe ou au Canada sur les tâches ancrées dans la vie réelle, c'est une activité, bien sûr, dans le cours. Ça ne m'empêche pas de faire des activités, de faire de la grammaire, de l'écriture, etc. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber, que les étudiants peuvent écrire n'importe quoi, que ça m'est égal. C'est juste un type d'activité. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais oui, je dirais je suis plutôt optimiste, mais en même temps, ce que Rosa mentionnait, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est de motiver, en fait, de motiver pour autre chose que le produit. Mais ça, c'est parce qu'on est coincé dans une espèce de contexte universitaire qui a ses contraintes. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je ne fais plus d'examens. J'ai supprimé tous mes examens de fin d'année
parce qu'en fait, je me dis, ça n'a aucun bon sens. Dans le type de cours que je fais, où je veux que les étudiants participent tout au long du semestre et non pas qu'ils attendent l'examen final pour me régurgiter ce que je leur ai dit. Je préfère qu'on travaille tout au long du semestre et donc ils sont notés tout au long du semestre plutôt que d'avoir cette espèce d'angoisse de l'examen final ou du midterm, par exemple. Ça ne fonctionnait pas du tout avec le type d'enseignement que j'essayais de mettre en valeur. Donc, c'est ça. Donc oui, je suis plutôt optimiste, mais réaliste en même temps. Ce qui est très intéressant de la situation actuelle et qui est intéressant et en même temps dangereux, auquel il faut vraiment penser, c'est cette question de fracture numérique. Au niveau social, alors dans certains pays, notamment les États-Unis, il y a des diversités qui sont immenses. Et de nouveau, les apprenants qui bénéficient d'un environnement social, financier, etc., qui ont une très bonne connexion Internet et tout ça, mais tout le monde n'est pas dans cette situation. Et donc, et ça, c'est un aspect dont il faut parler. Je ne sais pas si Marie-Jo vous a mentionné, mais on a un livre qui va sortir bientôt. Je ne sais pas si elle l'a mentionné, qu'on a écrit avec Christian. Et ça va être un livre ouvert gratuit. Donc, je t'enverrai le lien quand il devrait sortir au mois de novembre. On est en train de faire les dernières lectures. Mais il y a peut-être des chapitres qui vous intéresseront à ce sujet. Justement. Tu veux dire la maison d'édition pour qu'on cherche? Oui, c'est les éditions des archives contemporaines. D'accord, oui, c'est ça. Oui, ouais, je connais ça. Archives contemporaines, oui. Donc, ça devrait sortir en novembre ou avant la fin de l'année. Puis ça sera gratuit, ce sera open source. Voilà, donc je vais… en français. Le chat, là, que Vivian a écrit. Ah oui. Et une question d'Émilie. Alors, Émilie demande… Très bonne question, Émilie. I wish. J'aimerais que la littératie numérique soit un des objectifs du curriculum de l'université. C'est un de mes objectifs, mais malheureusement, ce n'est pas un des objectifs de l'université. Mais ça, honnêtement, ça devrait. Mais on est quand même plusieurs collègues à inclure ça dans nos curriculums quand même. Mais ce n'est pas un des objectifs de l'université. Ouais. Très bonne question. Bonsoir, parce que c'est déjà 18h ici. Oui. Je m'appelle Elisangela. Donc, aujourd'hui, nous avons ce potentiel des médias. Je crois que c'est à cause de nouveaux logiciels que les élèves, les apprenants, les gens apprennent à utiliser. Et principalement en France, parce que en France, c'est un potentiel pour faire l'inscription à l'école, tu dois faire en ligne. Pour apprendre n'importe quelque chose, il y a des cours en ligne partout. Il y a des formations, pas en présentiel, mais pas aussi au niveau du bac, seulement comme une extension d'apprentissage. Partout aussi. Et la question que je vais vous poser est si, par exemple, la difficulté que se montre aujourd'hui par rapport à l'apprentissage d'apprenants, c'est les professeurs. Pourquoi? Parce que le rythme du nouveau logiciel, eux aussi le rythme que cet apprenant, il prend du temps pour utiliser tout ça au même temps, plus
pour faire tout ça. Et donc, il n'y a pas de temps pour améliorer les méthodes de travail par rapport à ces nouveaux logiciels. Justement, au niveau technologique, c'est pas aussi évident. Donc, toutes les universités ne sont pas équipées de la même manière. Donc, effectivement, mais ça, c'est un sujet, c'est un sujet qui est en fait complètement en dehors de ce que j'ai présenté. Ça, c'est la réalité de la crise actuelle, c'est de ne pas avoir bien envisagé tout l'impact et les défis que ce transfert de tous nos cours en ligne allait créer. Et pour les enseignants, moi j'ai beaucoup de collègues qui sont à quelques années de la retraite, c'est un défi, enfin c'est d'une frustration sans pareil. Moi, comme je travaille dans les technologies, j'essaie de faire beaucoup de soutien, mais bon, dans 2 mois, j'aurai fini mon mandat de toute façon. Mais il faut savoir que pour les étudiants, c'est pas évident. Notre université a décidé de changer son système de LMS à la fin du mois de juillet. Donc, non seulement les étudiants ont dû s'adapter à un nouveau pour ceux qui étaient, mais les profs, certains des profs, donc ceux qui ne sont pas traversés vers les technologies, se sont retrouvés à devoir apprendre un nouveau système à 1 mois de la rentrée. Ce qui est pas évident. Mais ça, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant toute une journée. Je pense on pourrait en faire toute une conférence là-dessus. Ouais. Il y a un commentaire que je sais que ça va se terminer, mais un commentaire qui est tout à fait pertinent, c'est que c'est pas, quelqu'un a dit, c'est pas une question d'être optimiste. Effectivement, c'est une question d'être ouvert au changement. Donc, quelqu'un a mentionné cette ouverture au changement, tout à fait. Ouais. Ce n'est pas nécessairement une question d'optimisme. Ouais. C'est ça, l'apprentissage ne termine pas. C'est toujours ce que je dis à mes étudiants. Hein. Je continue, en enseignant le français, je continue à apprendre le français. C'est ça la réalité. Et c'est ça la beauté de l'enseignement et de l'apprentissage. Ouais. Cette année, on a tellement appris, c'est incroyable. Ah ouais. Et pas seulement au niveau des technologies. Non, au niveau de... Non, c'est ça. De la langue, de la pédagogie. Ouais. En langue maternelle et en langue étrangère. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, et avec les outils numériques, par exemple WhatsApp et tout, ouais. Parfois je demande aux élèves d'envoyer des audios et tout, et donc on peut réécouter ce qu'on a dit, on peut revoir, c'est pas une correction. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Et donc on dit ah là là, mais non, ça c'est pas correct quand tu revois. Ouais. Donc tu as, tout à fait. nous avons cette opportunité de tout revoir. Ça fait un peu un fétiche de devenir parfait. N'est-ce pas? Ça fait un peu un... Ah, là, je peux m'améliorer vraiment parce que je vais tout analyser, je vais faire la phrase parfaite, mais ça ne marche pas très bien comme ça. Faut faire attention à ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Oui, WhatsApp est très utilisé au Brésil, en Europe aussi. Hein. De plus en plus au Canada, en fait. Ouais. Mais tu vois... On a eu une idée à un moment de... Oui, pardon, vas-y, Eliane. Non. Continue, je peux dire. Non, je me souviens que quand j'étais au Brésil, on avait discuté, ou c'était peut-être avec une de tes étudiantes, de la possibilité de créer un groupe d'interaction entre tes étudiants et nos étudiants ici. Voilà. Via WhatsApp. Voilà. Parce que maintenant, comme c'est plus... Parce que maintenant, tout fonctionne avec des groupes WhatsApp ici. On a des groupes WhatsApp de tout. Oui. Ah oui, et les étudiants fonctionnent beaucoup en groupe WhatsApp. Voilà, même des sociétés de chercheurs avec des groupes WhatsApp. Et moi, ce que j'avais dit, c'est en lien avec ça, parce que ça m'intéresse, les données qui m'intéressent beaucoup là dans ce que tu as présenté, c'est l'histoire, quand au début, ils étaient plutôt enthousiastes, donc 74% d'enthousiasme, et à la fin, 55%. Et moi, je me pose toujours comme question, c'est vraiment
Moi, je suis tout à fait pour les technologies. J'utilise, j'adore, c'est pas ça la question. Mais je me demande vraiment combien de technologies, des réseaux sociaux, les étudiants veulent utiliser dans l'apprentissage. Oui. Et en fait, je pense qu'ils adorent ça. Et pour un usage personnel avec les collègues de la classe, avec les gens qui connaissent les autres étudiants de la classe, ça va. Mais jusqu'à quel point ils veulent aller quand nous, on prend ça pour créer l'apprentissage. J'ai des données qui montrent… Et c'est là le paradoxe, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ouais. Et ce changement, en fait, est en partie dû… Alors, ça, c'est une chose intéressante. Donc, on a fait des semestres dans lesquels l'activité est une activité qui était proposée et non pas obligatoire, pour lesquels ils n'allaient pas stresser de la note. Donc, on leur proposait ça. Et ensuite, donc dans les questionnaires, quand on leur a parlé, la plupart des étudiants qui avaient participé ont dit mais c'était super et tout ça, mais on participerait plus si on recevait une note. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté, on l'a intégré. Et en fait, je pense que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que beaucoup se sentent obligés de participer pour avoir la note et du coup, ça les démotive. Alors, on en parle beaucoup avec Christian Olivier parce que c'est justement ce paradoxe. OK, tâche ancrée dans la vie réelle, d'accord. Après, je propose ça à mes étudiants et certains vont en bénéficier. Typiquement, les étudiants qui sont déjà motivés vont en bénéficier, ce qui est dommage, parce qu'on veut essayer de motiver d'autres étudiants. Mais en même temps, on ne sait pas. Ça sera la prochaine étape. Et donc, de ne pas l'intégrer de manière aussi stricte au sein du cours. Je ne sais pas si pour répondre un petit peu à ce paradoxe, en fait. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai observé, j'ai une étudiante de master, je crois qu'elle est là, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un qui a le même prénom, mais donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un groupe WhatsApp et on a mis des tâches, des activités à faire qui étaient en lien avec les activités de classe sur WhatsApp. Et ce qu'on a vu, c'est que justement, ces activités-là, elles ont créé très peu d'interactions. Par contre, le groupe a été utilisé à d'autres fins. Ils ont mis d'autres choses sur le groupe. Mais ils ne voulaient pas utiliser ça. Voilà, donc, mais ça nous a donné une idée parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est formidable, on va prendre tout ça, on va faire des activités. » Mais qu'est-ce que Mais ça, c'est bien. Si vraiment, s'ils ont interagi, c'est pour ça que je voudrais le faire avec d'autres outils. Bon, ça sera complètement différent, ce ne sera pas dans le même cadre dans le cadre du même cours de toute façon, mais justement promouvoir ces interactions informelles pour leur faire comprendre qu'en fait, moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils interagissent seulement avec moi. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas réel. On apprend une langue pour interagir avec ses amis, ses collègues, les personnes qu'on rencontre dans la rue, etc. Et non pas avec un prof. C'est moi j'ai une question là. Est-ce que c'est le rôle du prof de chercher cette motivation? Ce n'est pas l'élève qui doit venir avec une petite motivation, bien sûr, le prof. Les deux, bien sûr. Oui, mais on fait ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire des tripes, le cœur. On a cette expression au Brésil, je ne sais pas si ça existe en français, mais voilà, on fait ce qu'on a, on donne ce qu'on a donné et après l'élève… Oui, tout à fait. Et c'est ce que, Rosa, tu as raison, dès qu'on institutionnalise, ça devient moins social. Tout à fait. C'est-à-dire que quand c'était pas pour interagir avec les profs, mais les profs, il a lancé l'interaction un peu comme tu as fait sur Twitter, c'est ce que tu as montré. Et après, on voulait les interactions avec eux. Et il y a eu, sauf que pas sur la thématique. Il y a eu un peu sur la thématique lancée par les profs, mais il y a eu beaucoup plus sur le reste. Donc ça, c'est juste parce que parfois, je pense qu'on se trompe sur le rôle, le vrai rôle. C'est pour ça que quand j'en parle aux étudiants, en fait, je leur parle du développement d'autres compétences. Parce qu'en fait, c'est ça la grosse motivation aussi. C'est vraiment de réfléchir au développement de ces compétences numériques. À un moment donné, dans la vie professionnelle, on va leur demander d'être en charge du compte Twitter pour faire de la communication.
par exemple. Donc, et seulement pour compléter mon commentaire, pardon. Et non, seulement pour commenter et pour compléter, c'est parce que quand je tourne mon attention vers ces côtés-là, de motiver l'élève, je me perds parce que je vois que l'élève, il ne produit pas des phrases qu'on dirait en français. Je motive, il est waouh, c'est cool cette vidéo, c'est cool, c'est là, mais quand il va produire, c'est pas bon. Donc, je ne sais pas, je dis aux élèves, écoutez, il manque un peu plus de structure, on va faire des activités de structure et tout, parce que on ne dit pas ça en français. Et là, ils ne sont pas contents, ils ne font pas cette partie-là des productions, un peu plus d'étudier les structures et tout, mais ils sont motivés quand même, parce que j'ai inventé des choses, j'ai montré des choses. Et donc, je me demande, qu'est-ce que c'est la motivation vraiment? C'est ça la motivation de parler français vraiment ou de s'entretenir avec quelque chose? Entretenir, ces mots existent ou je viens d'inventer? Pour s'entretenir avec quelqu'un, oui. Il y a plusieurs types de motivation, de toute façon. Donc, ça varie aussi d'un individu à l'autre. Ouais. Alors, moi, normalement, j'ai une autre réunion qui va commencer avec mon étudiant de doctorat. Dépassé. Non, c'est passionnant en fait. Hein. Et c'est le plaisir de nouveau, c'est le plaisir de présenter chez vous, c'est qu'il y a du monde et des interactions. C'est le plaisir de présenter au Brésil. Donc bravo. Donc, écoutez, merci beaucoup donc à nouveau Catherine. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici, de pouvoir réfléchir avec toi. Merci à vous tous.